Il est un héritage qui soit commun à l'humanité, c'est l'idée que la cité, l'habitation humaine, aujourd'hui, comme nous sommes loin des Grecs, on dirait l'État, que la cité donc a une espèce de rapport intime, mystérieux, à jamais analysable avec l'âme humaine, avec l'âme, si on veut, de la communauté, l'âme de l'homme. Donc la cité, l'État, la communauté politique, ce n'est pas quelque chose d'improviste, de créé au hasard, de créé par une espèce de contrat, mais elle sort de l'âme humaine, de la nécessité humaine de créer une collectivité avec une âme. Si nous sommes en état d'analyser aujourd'hui cette image de la cité, cette image aussi vieille que l'humanité elle-même, c'est que nous sommes témoins d'une crise de la cité, crise de l'État qu'on peut attribuer à des modèles dominants aujourd'hui, modèles qui, au contraire de l'image que les peuples, tous les peuples, ont fait de la cité, ce modèle est soit marxiste, libéral, utopien, totalitaire, et nous allons voir que ces modèles-là ont rompu justement cette vieille tradition qui concevait la cité et l'image de la cité comme ayant un rapport direct avec l'âme humaine. Ce rapport d'ailleurs se manifestait par des symboles, ainsi nous pouvions parler des symboles de la cité, symboles qui avaient une espèce d'écho dans l'âme humaine, et justement, comme nous dit Platon, l'âme humaine bien ordonnée, selon les vérités de l'homme et de l'univers et les vérités divines, l'âme humaine reproduit en plus petit l'âme de la cité, ainsi l'âme humaine, l'ordre ou le désordre de l'âme reflète le désordre ou l'ordre de la cité. Les symboles donc qui représentent pour l'homme cette âme de la cité, aujourd'hui n'ont qu'une existence précaire, parce que justement cet ordre qui est la première nécessité d'une cité, d'un État, a été corrompu, pour ne pas dire aboli, et dans l'âme de l'homme et dans l'existence de la cité. Ces symboles ont été donc abolis ou affaiblis, d'une part par la propagande, la lourde propagande qui aujourd'hui nie la possibilité d'un rapport entre l'âme de l'homme et l'âme de la cité, et remplace donc cette âme et ce rapport par le mythe prométhéen d'un homme qui est son propre Dieu et qui donc n'a pas besoin de quelque chose de supérieur à elle-même, remplace donc je veux dire ce mythe prométhéen, parle non pas d'une cité mais d'une utopie, d'une espèce de communauté inexistante et pour cause, parce que cette utopie serait la création uniquement de l'homme, où l'homme serait serein, parfait, heureux, et qui n'a pas justement besoin d'un rapport intime, mystérieux
avec la cité. La cité se transforme donc en une espèce d'utopie qui est entièrement la création de l'homme et qui, en tant que tel, ne s'exprime pas par des symboles, parce que l'homme est censé connaître évidemment sa propre création. Selon l'autre modèle, ici je parlais évidemment du modèle totalitaire quand je disais que cette propagande lourde en faveur de l'utopie qui remplace la cité, c'est le modèle totalitaire, mais il y a aussi un autre modèle, le modèle, disons, libéral, selon lequel la cité, encore une fois, n'a pas d'existence valable, existence ancrée dans la réalité du monde et dans la réalité de l'âme humaine. C'est cette fois-ci une espèce de machine qui remplace le rapport mystérieux de l'homme avec la cité, avec la communauté, par les appétits les plus vulgaires, les plus directs, et par le contrat avec la théorie, basée sur la théorie, que les hommes ne se réunissent en communauté que parce qu'ils ont peur les uns des autres, parce qu'ils veulent justement valoriser à tout prix leurs intérêts particuliers, et que pour qu'il y ait quand même une espèce d'ordre qui rassure ces hommes peureux, ils ont créé un contrat entre eux, et c'est ce contrat qui est le fondement de la cité. Évidemment, s'il y a contrat, il y a aussi annullement de contrat. Donc une communauté fondée sur le contrat ne serait une communauté, elle serait plutôt une partnership entre partenaires d'affaires, de business, et il n'y aurait pas de... l'âme humaine, si vous voulez, ne participerait jamais à la création de la cité elle-même. Ainsi, les hommes aujourd'hui, les hommes modernes, et voilà la racine de la crise dont je parlais tout à l'heure, l'homme moderne croit à l'autonomie et de lui-même et de la cité qui est une création comme une autre, et encore une fois, on trouve ici comme la meilleure comparaison la machine. Donc comme l'homme crée des machines pour le servir, il crée aussi des communautés fragiles et fragmentaires parce que basées uniquement sur le contrat, et cette communauté alors est une espèce de machine de convenance, mais qui n'a aucune dimension plus profonde et qui transcenderait l'homme. Aussi, l'homme est-il, donc l'homme moderne, est-il piégé par le réseau industriel, bureaucratique, totaliste de la société moderne, sans aucune référence transcendantale? Il vit en être privé, donc atomisé. Il pense, il est convaincu, et toute la propagande et toute la publicité vont dans le même sens. L'homme, donc, le citoyen moderne, croit qu'il a tous les droits, qu'il est donc autonome, qu'il fait son propre destin, mais en même temps, cet homme, tellement fier et orgueilleux de ses réalisations, est entièrement oppressé par l'organisation qui le dépasse de tous côtés et qui est une organisation totalitaire, que ce soit dans les pays soviétiques ou dans les États libéraux. Il y a un degré de différence évidemment, mais finalement l'homme attrapé dans ce piège, dans ce réseau, n'est point autonome. Au contraire, il n'a que l'illusion de l'autonomie, et à tout moment il est bloqué. Ses véritables aspirations, dont il n'est même pas conscient, sont bloquées par l'organisation totaliste
mot que je préfère au mot totalitaire dans nos États, et voilà, il a perdu ses attaches avec la cité, comme il ne croit plus à l'existence d'une cité. On pourrait donc dire que nous sommes témoins d'une espèce de pathologie de la politique aujourd'hui, ce qui explique en partie du moins que les érudits, les philosophes, enfin certains érudits, certains philosophes aujourd'hui, se tournent du côté des modèles archaïques, c'est-à-dire vers les modèles qui ont précédé cette corruption de l'idée de communauté et qu'on prend de nouveau comme des points de départ. Et à partir de ces points de départ, on cherche à reconstruire une politique plus saine, une politique justement qui accorderait toute son importance à la cité et aux citoyens. Et nous voyons la grande popularité d'auteurs comme Eliade, justement parce que lui et ses collègues cherchent à comprendre l'idée de la communauté humaine dans ses racines, communauté qui donnerait sa signification au terme citoyen, qui aujourd'hui n'a pas d'autre signification qu'une espèce de petit rouage dans l'immense mécanisme qu'est la société aujourd'hui. Alors, il faut donc, pour examiner ces questions-là, il faut comparer la cosmologie ancienne qui a donné naissance à l'idée de cité, de la cité ancienne, et quand je dis cité ancienne, notons-le entre parenthèses, c'est le nom de Fustel de Coulanges qui nous vient à l'esprit. Il s'agit donc de la cité antique, l'ouvrage célèbre de Fustel, et finalement, on peut dire que l'étude qu'a faite Fustel de Coulanges de la cité antique a été motivée déjà au XIXe siècle par cette corruption, cette fragmentation de la communauté. Lui aussi sentait qu'il fallait revenir, rejoindre une autre cité, la cité véritable, qui était la cité antique, et comprendre la dégénérescence dont il était témoin et dont nous sommes témoins aujourd'hui. Donc il y a une espèce de lien logique entre les travaux de Fustel et les travaux de Eliade et l'intérêt aujourd'hui qui se manifeste à l'égard de ces travaux est donc évident parce qu'il s'agit de notre santé intellectuelle, spirituelle et surtout politique. Alors, quelle était la cosmologie qui a façonné la cité antique? Et nous allons ensuite examiner brièvement la cosmologie qui façonne la cité ou la non-cité moderne. Eh bien, la cité antique a été conçue comme le centre de l'univers. Et quand je dis centre de l'univers, je ne sais pas, je ne veux pas examiner maintenant si l'homme ancien imaginait véritablement que c'est par sa cité, son lieu privilégié, que passait ce que les érudits appellent le axis mundi, n'est-ce pas, l'axe du monde, si c'était donc un centre parce que le ciel en dessus et les profondeurs en dessous se rejoignaient par cet axe qui passait justement au milieu de la cité antique. Je ne demanderai donc pas si c'était véritablement la foi, la croyance de l'homme antique. Je constate tout simplement que l'homme ancien se comportait comme si l'axe du monde passait à travers sa cité et qu'au milieu de la cité antique, il y avait aussi le milieu de l'univers, le milieu cosmique, si vous voulez. Ainsi, la cité elle-même, et indépendamment de ses dimensions, la cité était une
petite réplique, une petite image, une image archétypique de l'univers. Ainsi, l'homme qui était citoyen de sa cité était en même temps, et c'est ce qui est important, le citoyen en quelque sorte du cosmos, de l'univers. Et tout comme l'univers avait été bâti, était construit sur un ordre, le mot cosmos exprime d'ailleurs l'idée d'ordre des Grecs, donc tout autant la cité elle-même était également une petite ordre, quelque chose d'ordonné. Il y avait donc là, si vous voulez, la similitude entre macrocosme, l'univers, et le microcosme, l'État ou la cité, et les deux étaient en harmonie préétablie. L'un ne pouvait exister sans l'autre. Il faut bien dire qu'il ne s'agit pas seulement ici de l'histoire de l'homme occidental, il s'agit de l'humanité, comme je disais au début. Si vous rendez visite aux temples anciens de Cambodge, par exemple, Angkor Wat, ou bien le temple de Borobudur dans l'île de Java, ou bien les ziggourats dans l'empire entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, par conséquent les anciens empires orientaux, ou bien les pyramides en Égypte, et beaucoup d'autres, soit au Pérou ancien, ou bien au Mexique également ancien, vous constaterez que ces temples ne sont pas tout simplement une espèce de hasard architectural, qu'il s'agissait là de reproduire l'ordre cosmique et de communiquer avec cet ordre qui avait ses dieux, tandis que le temple en question avait des servants, ses prêtres, son clergé et son personnel, qui avaient le moyen, ou plutôt le secret, de communiquer avec le macrocosme. Et alors c'est ça qui donnait sa légitimité à la cité antique, que les dieux voulaient cette cité, que chaque cité avait, si vous voulez, son Olympe, ses dieux, et qu'il y avait donc communication entre les divinités, la cité divine, si vous voulez, et la cité terrestre où vivaient les citoyens. Et plus l'existence de ce temple était affirmée par la population, et plus la population elle-même s'élevait à la volonté des dieux, faisait la volonté des dieux et participait à l'ordre spirituel. Ainsi, l'ordre politique était finalement, et en fin de compte, une espèce de reproduction de l'ordre spirituel exprimé, symbolisé, voilà de nouveau le mot, symbolisé par le temple. Et voilà, je vous cite une phrase de Bernard Grolier, qui était l'architecte principal, enfin le contrôleur principal d'Angkor Wat, de ce temple, ou plutôt ce système de temple au Cambodge, qui était donc, qui était le chef de la mission d'architecture française, et qui était le maître d'œuvre de la reconstitution et de la reconstruction de ces temples. Voilà qu'il dit, dans un carré qui était entouré de temples et d'autres monuments, ces temples symbolisaient des chaînes de montagnes, au-delà desquelles il n'y avait que l'océan, c'est-à-dire l'incertitude ou, si vous voulez, le désordre. Au milieu de cet ensemble ordonné parce que reproduisant l'ordre cosmique, il y avait la montagne Meru, le centre de l'univers, représenté à Angkor Wat par le temple principal, qui en effet a une élévation beaucoup plus grande que les autres temples environnants, et qui est
l'endroit par où le clergé ici-bas communique avec les dieux, avec les divinités d'en haut, et l'existence autour de ce temple se faisait par d'immenses cycles historiques ou même méta-historiques qui connaissaient le rythme de la destruction et de la nouvelle création, indéfiniment se répétant par cycle pour donner à l'existence humaine, elle-même courte et fragile, une espèce de référence éternelle, alors, n'est-ce pas, l'existence humaine qui, elle, passait d'une génération à l'autre, se référait à quelque chose de plus stable, de plus solide, de plus durable, parce qu'elle était reliée par des symboles à l'existence éternelle des divinités et du cycle historique. La cité, ainsi, était un endroit ordonné, et c'est cela qu'il faut surtout accentuer aujourd'hui, au-delà duquel, au-delà de cet ordre, au-delà de l'ordre de la cité, il y avait le chaos, l'océan, les eaux noires, l'obscurité, les ténèbres, n'est-ce pas, même la Genèse dans la Bible parle des ténèbres et des eaux, et ce qui fait que les murailles qui entouraient la cité, et cela depuis les temps immémoriaux et jusqu'à assez récemment, n'est-ce pas, au Moyen-Âge, eh bien, ces murs étaient des murs consacrés. Ce n'était pas tout simplement une espèce de construction ad hoc et révocable où on pouvait reconstruire ailleurs. C'était donc des murs consacrés, et pour ne prendre qu'un exemple, lorsque Romulus construit Rome, eh bien, il va il va tracer les lignes de cette muraille, et va tuer son frère Rémus, qui, par une espèce de défi, cherche à sauter par-dessus le sillon qui représentait à ce moment le mur futur, n'est-ce pas? Et lorsque Rémus saute au-dessus de ce sillon, ça équivaut, dans l'esprit des fondateurs de Rome et de Romulus lui-même, à un futur ennemi qui escalade les murs. Et alors, pour protéger la cité, il fallait tuer l'ennemi, n'est-ce pas? Il fallait verser son sang pour que l'idée ne lui vienne, ou à aucun autre, d'escalader de nouveau ce mur. Alors, les dieux et les hommes vivent dans l'enceinte de ce mur, par conséquent, de la cité. Mais il ne faut pas remonter nécessairement à Romulus, il suffit d'étudier aujourd'hui, comme le font beaucoup d'anthropologues et d'archéologues, les tribus brésiliennes, par exemple, les tribus indiennes du Brésil, qui, lorsqu'on les transplante de leur village dans un autre village, dans un autre endroit plus hygiénique, plus au centre de l'économie régionale, eh bien, ils meurent. Ils finissent par mourir physiquement, littéralement, parce que, pour eux, cette transplantation n'est pas favorable. Au contraire, on vient de les arracher à leur Dieu, parce que l'imago, l'axis mundi, n'est-ce pas, l'axe du monde, ne traverse plus, évidemment, leur nouvelle habitation, et ils ont abandonné l'ancienne habitation, qui voulait dire l'ancienne habitation non seulement des hommes, mais aussi des dieux. Et même aujourd'hui, les cités, les vieilles cités sacrées comme Lhasa au Tibet, ou Pékin, ou Mexico, ou bien la Mecque, voilà, nous avons partout des exemples, des échantillons de cités que l'on considère encore aujourd'hui comme sacrées, n'est-ce pas? Les non-musulmans, par exemple, ne peuvent pas entrer dans l'enceinte
de la Mecque. Les femmes ne peuvent pas entrer, les femmes étrangères par exemple, dans l'enceinte de la Mecque. Alors voyez-vous, l'idée de la cité sacrée a survécu jusqu'à aujourd'hui, mais nous allons maintenant très brièvement analyser la cosmologie moderne, celle qui fonde la cité moderne. Eh bien, il est difficile de parler de cosmologie dans le sens ancien du terme, parce qu'avec Galilée, avec Newton, avec l'astronomie moderne, n'est-ce pas, l'univers n'est plus habité par des dieux, par des forces, par des anges, par des puissances, par des symboles. L'univers n'est habité de rien, il est un espace homogène, entièrement démythologisé et entièrement, en même temps, déshumanisé. L'univers n'est pas, selon la conception chrétienne, n'est pas une nécessité, l'univers est contingent, Dieu l'a créé parce qu'il a voulu bien le créer, mais ce n'était pas une nécessité d'être créé. Alors, la notion de temps ou d'espace, voilà, ces notions n'ont plus de sens dans la signification antique du terme. L'espace est partout le même, le temps est partout le même, du moins jusqu'à la théorie einsteinienne de l'espace-temps, et ainsi pour la science moderne, qui est à la base de la cosmologie moderne, encore une fois, si on peut parler de cosmologie moderne, l'espace et le temps sont des choses homogènes, et ainsi il n'y a plus de place pour les divinités, les puissances, les forces, les dominations, et ainsi de suite. Le macrocosme, n'est-ce pas, n'a aucune espèce d'effet sur le microcosme. L'homme est devenu autonome, il n'y a aucune influence sur lui du cosmos. La cité, par conséquent, si on peut encore parler de cité, n'en est plus une, c'est-à-dire n'est plus une communauté en contact avec les divinités. La cité est sans racine, elle devient, de par là même, une espèce de création ad hoc et pour l'usage personnel de l'homme, mais dans cette cité, l'homme ne peut plus se sentir citoyen parce que l'homme n'est plus ancré dans quelque chose au-delà de lui-même. L'ordre mathématique, la systématisation mathématique et rationnelle et astronomique a remplacé l'ordre des civilisations qui avaient un point de référence en dehors d'elles-mêmes. Les cieux sont devenus vides, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de axis mundi, et par conséquent, il n'y a pas d'autorité qui pourrait parler au nom de cet axis mundi, c'est-à-dire au nom des divinités qui le représentent. Il n'y a donc pas de mythe de fondation, il n'y a pas de sacrum au centre de nos civilisations. Le sacrum, n'est-ce pas, la notion du sacré, s'est réfugié à l'intérieur de l'Église, parce que en dehors de l'Église, dans la civilisation profane qui nous entoure et dont nous sommes témoins et participants, n'a pas besoin de sacré. Elle a besoin d'une économie qui marche, d'institutions qui aident l'homme à s'affirmer et en même temps à se contrôler, mais il n'y a pas de sacré à l'intérieur de nos civilisations. Ces civilisations n'ont plus de signification véritable, au-delà d'elles-mêmes. Et exemple que je peux facilement donner, je vis aux États-Unis, où depuis un certain moment, le Congrès, le Parlement, c'est-à-dire, a voté une loi selon laquelle les jours de fête nationaux seront toujours un lundi, étant donné que les jours de fête représentent aujourd'hui, dans notre civilisation
désacralisé dans notre civilisation aujourd'hui industrielle. Le jour de fête, c'est une espèce de jour de loisir, de pique-nique, d'excursion, et les gens sacrifient donc l'idée de sacré à leur loisir de fin de semaine, avec les jours de fête qui sont tous le lundi. On a tout simplement prolongé le week-end, qui est maintenant de vendredi après-midi jusqu'à mardi matin, ce qui indique très précisément que l'important aujourd'hui, ce n'est pas le sacré, mais l'industrie, l'efficacité industrielle. Il faut donner du repos aux ouvriers, aux travailleurs. Voilà l'idée qui prime aujourd'hui, n'est-ce pas, l'idée de sacré. Je ne fais pas maintenant ce qu'on appelle un jugement de valeur, je constate tout simplement que du sacré qui a été pour l'homme ancien une espèce de référence à quelque chose qui le dépassait, notamment les divinités, ce sacré a été absorbé par l'industrie, par les gadgets si vous voulez, l'industrie qui fait que l'homme vit aujourd'hui par référence aux nécessités industrielles de sa civilisation au lieu de vivre selon les nécessités de la spiritualité et de la religion. Ainsi, nous pouvons en effet parler d'une interruption de la cosmologie, parce que l'homme moderne ne vit pas, comme nous venons de le voir, selon le modèle cosmologique, mais selon le modèle immanent, le modèle industriel, le modèle surtout désacralisé. On peut vivre aujourd'hui, sauf disons 1 heure le dimanche, on peut vivre son existence, on peut mener son existence sans aucune référence à Dieu, comme la plupart de nos concitoyens le font en effet. À aucun moment, ou à très peu de moments, avons-nous l'impression qu'il y a aujourd'hui, intégré avec la vie de la cité, une vie sacrée, une vie religieuse. C'est que le ciel, les cieux se sont vidés de tout contenu et que l'homme a perdu, avec la référence au sacré, a perdu également sa référence à la politique, à la communauté en tant que plus grande, plus importante que lui-même. Ainsi, l'homme aujourd'hui est déboussolé, d'ailleurs les mots prolifèrent qui indiquent la même chose, n'est-ce pas, déboussolé. Dans mon Amérique où je vis, tout le monde est censé être confus, la confusion est devenue une espèce de vertu, n'est-ce pas? Ceux qui ont des idées fermes sont soupçonnables, sinon soupçonnés politiquement et idéologiquement. Il faut être donc confus, il faut ne pas être tout à fait sûr de ce que la vie représente, de ce que moi-même je représente, de ce que j'ai ou je n'ai pas de rapport avec la communauté autour de moi ou avec la nation autour de moi et encore moins avec l'univers qui m'entoure. Et cela, on pourrait dire, et beaucoup le disent, c'est un progrès. Au contraire, ce n'est pas un progrès parce que l'homme est fait pour vivre en intimité, en un réseau d'intimité avec les forces qu'il révère, qu'il vénère, les forces qui sont au-delà de sa propre existence, qui est elle-même, et c'est le cas de le dire et de le constater toujours, qui est éphémère et brève. Alors il faut que l'homme ait la conscience de quelque chose qui le dépasse. Et cette conscience doit avoir un objet, ce n'est pas une conscience lancée dans le vide, et cet objet doit être finalement Dieu et l'autorité divine, qui par une chimie mystérieuse se transmet à l'État, à la cité. Tout pouvoir vient de Dieu, disait saint Paul, et ce n'était pas une constatation vide, n'est-ce pas? Il faut que la cité et le cosmos soient en une espèce d'ordre et d'harmonie, dans un rapport harmonieux, et si ce rapport est interrompu, voire aboli,
eh bien l'homme sera déboussolé, non ancré dans une réalité, ou bien ancré, mais ce n'est pas le mot, dans une réalité factice qui est aujourd'hui la réalité, comme on dit, de l'existence de 9 heures à 5 heures, c'est-à-dire une existence officielle et de travail, au-delà duquel il y a, oui, une espèce de loisir, mais ce loisir lui-même est organisé selon les lois du travail, comme je vous rappelais tout à l'heure avec les jours de fête américains. La cité elle-même, maintenant dans son aspect concret, en tant que certain nombre de bâtiments, de rues, d'institutions, de coexistence, ne s'appelle plus cité. Et là encore, le vocabulaire nouveau nous renseigne. En américain, mais cet américain devient une espèce de lingua franca, hélas, à la planète entière. On parle aujourd'hui de inner city, c'est-à-dire du cœur intérieur de la ville. Disons à Marseille, ce serait le quartier du vieux port. Alors là, il y a encore un petit noyau de ville, mais au-delà, il y a une espèce d'océan, c'est-à-dire du chaos, de la confusion. On n'appelle plus les villes villes, mais on les appelle centres urbains, on les appelle cités dortoirs, ou on les appelle suburbs, n'est-ce pas, encore un mot américain qui n'est pas exactement l'équivalent de la banlieue française, mais enfin une espèce de cité éclatée. On parle d'agglomération urbaine, on parle de cité fonctionnelle, on parle de maisons qui sont des machines, avec Le Corbusier, et ici à Marseille vous êtes bien renseigné là-dessus. Alors voyez-vous que la terminologie elle-même nous indique que la cité est éclatée et qu'on n'a pas encore trouvé de remplaçant. On cherche à recentraliser la cité, mais pour l'instant, et surtout dans la civilisation industrielle, on n'a pas encore trouvé l'équivalent de la cité antique. Il est aussi intéressant de constater que les villes anciennes, la cité ancienne avait ses divinités, comme je disais, mais ces divinités étaient réservées aux citoyens. Si vous étiez étranger dans ces cités, ce que les Grecs appelaient les métèques, n'est-ce pas, les métoikoi, ceux qui ne vivaient pas dans le ménage, dans la maison de famille, par conséquent, par extension, dans la cité, eh bien, on les excluait des cérémonies de la ville. Dans les grands défilés et processions religieuses, les étrangers ne participaient pas. Aujourd'hui, il est curieux et symbolique que les habitants de la ville, les véritables citoyens, quittent la ville dès que possible, justement pendant le week-end ou dans d'autres occasions, vacances et autre chose, et la ville est remplie de touristes, c'est-à-dire les métèques, l'équivalent des métèques anciens. Aujourd'hui, si on organise dans une ville comme Avignon des festivités qui étaient le centre toujours de la vie antique, c'est justement non pas pour les citoyens, mais pour les touristes. Alors voyez-vous à quel point il y a renversement de cette réalité antique qu'est la cité et à laquelle la cité moderne n'est plus du tout, ne ressemble plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une massification dans la cité moderne, violence, crime, et ce qui est normal, parce que la cité, sans avoir une cosmologie véritable derrière elle, n'est plus reliée à cette référence supérieure, n'est plus reliée par le temps ou par l'espace. Il n'y a pas de centre solide comme il y avait dans la cité antique où la place centrale c'était, ou bien le temple était, comme je disais tout à l'heure, l'endroit, le lieu sacré parce que l'Axis Mundi le transperçait, si vous voulez.
Et nous avons aujourd'hui donc une cité décentrée, non pas décentralisée, mais décentrée. La cité n'a pas de centre. Le centre vagabonde quelque part, que ce soit dans les suburbs ou bien que ce soit dans les cités dortoirs, et que l'architecture n'est plus symbolique, ne symbolise plus les divinités de la cité. Ce qui est naturel, parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'une nature, mais cette nature elle-même est freinée, harnachée, et domestiquée. Les dieux ont abandonné les cités, et l'architecture moderne ne nous rappelle en rien cette référence extérieure à la cité. C'est une architecture, comme avec la législation sur le jour de fête, toujours le lundi, l'architecture elle-même nous rappelle la véritable substance de la ville moderne, c'est-à-dire le travail et le loisir qui est transformé aussi en une espèce de travail et qui est organisé avec le même souci que le travail, parce que finalement l'homme soi-disant bénéficiaire du loisir est bénéficiaire pour lui inculquer encore une fois l'amour du travail ou bien la soumission au travail qui est le propre de la société industrielle. Je constate donc que tout ce qui est sacré, tout ce qui a été sacré dans la cité antique est devenu aujourd'hui, et c'est peut-être le sort le plus triste qu'on pouvait lui réserver, est devenu aujourd'hui objet de musée. On déclare de Angkor Wat et de Borobudur et des monuments dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient les centres vivants d'une foi et le centre vivant d'une communauté, on les déclare aujourd'hui, avec un mot pompeux, patrimoine mondial. Et on les confie au bon soin de l'UNESCO, c'est-à-dire, encore une fois, à une espèce d'organisation bureaucratique où les gens de tous les pays se réunissent pour discuter des choses qui finalement n'étaient compréhensibles que par les peuples qui les ont construits. Voilà donc sur ce mot-là que je termine, laissant une espèce de leçon de ce que je viens de dire, leçon consistant du fait que sans cosmologie, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de cité, mais que l'homme ne peut pas vivre sans cosmologie, c'est-à-dire sans une cosmologie significative. Il faut donc, pour reconstruire la politique, il faut en même temps, parallèlement ou auparavant, reconstruire une vue d'ensemble de l'univers qui est finalement une vue spirituelle religieuse.